Alors c'est évidemment une étude qui est très sérieuse et qui va à l'encontre de ce qu'on entend souvent dans le débat public. Peut-être qu'on verra qui a raison, la majorité ou la minorité. Si on devait faire un sondage, la plupart des gens en France sont convaincus, à tort ou à raison, on va voir, que le capital est mieux rémunéré dans la durée que le travail et que, on entend souvent cette formule, que l'économie française se déforme au profit des actionnaires au détriment des salariés. Peut-être pas en réalité. Il vient de dire non tout de suite là. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbo, économiste et directeur principal de l'OFCE. Cette étude, elle vient pas de Russie, hein. C'est le Trésor français, qui a priori font un bon travail, encore que 7 ans jamais, qui montre que, qui nous disent, hein, c'est que l'économie française ne privilégie pas plus dans la durée, ne se déforme pas au profit des actionnaires, comme on l'entend souvent, mais plutôt au profit des salariés. Alors on va donner les chiffres. Déjà sur le principe, est-ce que vous doutez, il est sceptique, regardez, je sais pas, on peut voir sa moue là, sa moue dubitative, vous doutez de l'impartialité du Trésor, de la méthode avec laquelle tout ça est fait? Non, non, pas du tout. Les chiffres... Les chiffres sont têtus. Hein. Les chiffres sont... Enfin, c'est pas qu'ils sont têtus, mais là, effectivement, ils sont clairs. Et Ouais. ce qu'analyse le Trésor est exact. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la part des salaires dans la valeur ajoutée... Alors là, il faut qu'on explique. Alors déjà, rewind, la valeur ajoutée. C'est les richesses produites en France. Voilà, donc c'est en fait le chiffre d'affaires moins tout ce qui est consommé pour produire ce C'est chiffre d'affaires. VA moins CI pour ceux qui ont fait des études. VA moins consommation intermédiaire. Et on additionne ça sur toutes les entreprises d'un territoire, en l'occurrence la France. Et puis donc ça constitue de la valeur ajoutée. Donc en fait c'est tout ce qui a été produit par l'économie française, il y a tout ce qui rentre, les matières premières, parce qu'au final c'est uniquement les matières premières qui rentrent, ou les biens qui sont importés, les biens intermédiaires qui sont importés. Ouais. Et puis, la valeur de ce qui sort de cette immense boîte noire que constitue l'ensemble des entreprises françaises. Donc, c'est à la fois des biens manufacturés, mais c'est aussi des services. Ouais. Ça compte autant la finance que les services immobiliers, que la fabrication d'automobiles. Voilà. Donc ça, c'est la valeur ajoutée. Et ensuite, on regarde dedans l'évolution de la part. Alors, comment on peut expliquer ça, de ce que représentent les salaires, le travail, et la rémunération du capital, donc les dividendes, les actionnaires. Et donc on décompose en deux parties cette valeur ajoutée. D'un côté, ce qui va rémunérer les salariés, donc ce qui est à la fois leur salaire, mais aussi toutes les cotisations sociales qui sont attachées à ce salaire et qui sont des salaires différés, donc, qui constituent ensuite, par exemple, qui permettent de payer les retraites des retraités. Donc c'est une distribution de revenus qui est assez large. Et puis, donc ça, on appelle ça la part des salaires. Ouais. Alors, c'est la part des salaires, mais en fait, c'est la rémunération. Hein. C'est-à-dire, vraiment, il ne faut pas se méprendre. C'est pas le salaire qu'on touche tous les mois sur la fiche de paye. Non, non, c'est bien en incluant toutes les cotisations, qu'elles soient à la charge des salariés ou des employeurs. Ouais. Voilà, il n'y a pas de distinction salarié-employeur. Et ce point-là, je pense, sera intéressant dans la discussion qu'on va avoir. Et donc, ça c'est la rémunération des salariés. Donc, on a la part. Et puis, le reste vient rémunérer le capital. Bon, il y a une part qui va aller servir à payer des impôts, mais le reste sert à rémunérer le capital. Alors, rémunérer le capital, c'est important. Il y a quand même à l'intérieur de la rémunération du capital 3 éléments à prendre en compte. Il y a d'une part ce qu'on appelle la consommation de capital fixe. Donc ça, c'est le fait que le stock de capital s'use et qu'il va falloir le renouveler. Donc il y a une part de l'investissement qui est un investissement de remplacement et donc qui vient simplement maintenir l'état de l'appareil productif, voilà, qui représente une part non négligeable quand même de cette opération. On va donner les chiffres, mais encore une fois, c'est assez unique au monde, dans quasiment tous les pays, Japon, Espagne, États-Unis, on a vu sur 20 ans, le Trésor a regardé sur 20 ans pour avoir encore une fois un peu de hauteur de vue. Et partout dans le monde, l'évolution, c'est qu'on rémunère de plus en plus, pas de plus, mais de plus en plus les actionnaires et de moins en moins les salariés. On a les chiffres. Et en France, et c'est assez unique au monde apparemment avec le Royaume-Uni, mais restons sur la France, c'est on va dire quasiment unique au monde, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de déformation, on ne chouchoute pas plus les actionnaires dans la durée que les salariés, contrairement à ce qu'on entend dans le débat public. Alors, on ne va pas parler d'actionnaires tout de suite, on va parler d'abord de capital. Et donc effectivement, en France, la part des salaires, quand on le compare par rapport à la part des rémunérations des salariés, quand on la compare par rapport aux autres pays, a cette caractéristique qui est qu'elle a plutôt été maintenue depuis 20 ans, et dans la crise, elle a plutôt augmenté, ce qui peut paraître paradoxal, alors que dans un certain nombre de pays, que vous avez cités, que ce soit les pays anglo-saxons, Royaume-Uni, États-Unis, ou même l'Allemagne. Pendant la crise, les salariés ont dû faire des efforts. On a vu une baisse de la part des salaires. Qu'on n'a jamais vu en France. Qu'on n'a jamais vu en France. Pourquoi cette spécificité? Encore une fois, la richesse produite par l'activité en France va de plus en plus vers les salariés. On ne parle pas en
Dans l'absolu, mais en relatif. En relatif sur 20 ans. Comment est-ce qu'on explique cette spécificité, cette exception française? Alors, une partie de l'exception s'explique par le fait qu'on parle ici des salariés et pas des gens qui travaillent ou qui cherchent un emploi. Ouais. Et donc, cette partie Ça exclut beaucoup de monde, c'est ça? chômage, en fait, explique en partie le mystère. C'est-à-dire que la rémunération de ceux qui ont un emploi n'a pas diminué dans la valeur ajoutée, Ouais. mais par contre, la valeur ajoutée s'est contractée et au cours de la crise. Donc, un certain nombre de gens ont perdu leur emploi et ils n'interviennent plus dans ce partage. Ou en tout cas, ils sont rémunérés par les assurances chômage, leur rémunération a bien baissé, ils sont rémunérés par les assurances chômage et ils n'ont pas retrouvé d'emploi. Alors, ce qui s'est passé dans beaucoup de pays après la crise, c'est que, soit parce qu'on l'a fait explicitement, on a flexibilisé le marché du travail, c'est le cas en Espagne par exemple, soit parce que le marché du travail était déjà très flexible, c'était le cas aux États-Unis, soit pour les deux, c'est-à-dire au Royaume-Uni par exemple, le marché du travail était déjà très flexible, il a été en plus flexibilisé avec les contrats 0 heure. Dans ces pays-là, les gens qui se retrouvent au chômage cherchent un emploi dont ils ont absolument besoin pour vivre, acceptent n'importe quel type d'emploi avec une diminution de la rémunération. Et c'est ça qui provoque cette baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Donc je vois dans venir, ces la pays-là. flexibilisation du marché du travail conduit à une déformation de la valeur ajoutée en défaveur Qu'on se des méprenne salariés. pas. Je veux dire, vous voyez, si on inclut salariés plus chômeurs, la situation de la France n'est pas forcément préférable à celle des pays où les chômeurs ne sont pas des chômeurs et en fait Oui, mais retrouvent un restons cette emploi. étude qui regarde encore une fois Mais les salariés. ça permet d'expliquer en partie cette exception française. Et les syndicats, les syndicats en France qu'on dit qu'ils ne représentent que même, c'est ce que disent certains parfois, le fait qu'on ait des syndicats, c'est ça aussi qui a pu permettre d'éviter un ajustement à la baisse des salaires, comme ce qu'on a pu voir dans d'autres pays. Voilà, mais sachant que cet ajustement qui ne se produit pas à la baisse sur les salaires, c'est produit en France, non pas par un ajustement à la baisse des salaires, mais par un ajustement à la baisse de la valeur ajoutée, c'est-à-dire par des fermetures d'entreprises. Donc quelque chose qui peut être beaucoup plus violent. Une érosion du tissu industriel Une français. érosion du tissu industriel français. Voilà. Donc ça peut être aussi beaucoup plus violent et autoriser moins de résilience ensuite. C'est-à-dire que le rebond qui en suit peut être beaucoup plus lent à se manifester parce que vous avez détruit ce fameux tissu On industriel. n'a pas donné les chiffres. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a un système qui est à ce stade meilleur qu'un autre, mais il s'agit de ne pas dire « Ah mais les salariés en France sont particulièrement favorisés » parce qu'il faut inclure dans ces salariés ceux qui ne le sont plus. Oui, mais pour les salariés, c'est l'objet de cette pour étude, on peut élargir aussi à l'infini. Sur cette étude, encore une fois, la France fait figure d'exception, et c'est tant mieux, quelque part, pour les salariés, qui, contrairement, encore une fois, j'ai vu les chiffres, sur le Japon ou l'Espagne sur 20 ans, il y a une baisse de 5 à 8 points de la part des salaires dans la valeur ajoutée. D'ailleurs, on donne l'évolution dans le temps, on regarde l'évolution, mais en absolu, c'est quoi la répartition entre... Donc, la valeur ajoutée, elle se répartit autour de combien entre les salaires? Quand on parle de valeur ajoutée donc brute, on ne va pas expliquer ce que c'est, mais c'est juste pour être précis et pour que ceux qui suivent et qui connaissent ces chiffres ne soient pas perdus, quand on parle, il y a un tiers en France qui va à la rémunération des salariés. Ouais. Les 2 tiers restants vont rémunérer le capital, mais alors attention, dans ces 2 tiers restants qui rémunèrent le capital, il y en a 20% qui servent à renouveler le stock de capital, cette fameuse consommation de capital fixe. Donc déjà, ce tiers, il est mangé en grande partie par ces 20% de consommation de capital fixe. Il y en a une petite partie qui sert à payer des intérêts sur la dette. Quelle est la part qui revient aux actionnaires? Et donc la part qui revient aux actionnaires, c'est celle qu'il y a après avoir payé la consommation de capital fixe et les intérêts. Et donc c'est, si vous voulez, la part des dividendes, par exemple, qui est une partie du flux qui revient aux actionnaires, c'est aujourd'hui 3% de la valeur ajoutée. Donc 33, un tiers pour les salariés. 2 tiers pour les salariés. Pardon, 2 tiers pour les salariés, 2 tiers, et 3% pour les actionnaires. Alors, ils sont plus nombreux les salariés quand même. Hein. Ils sont plus nombreux, David, les salariés. Certes, mais encore une fois, c'est cette idée que si on devait aujourd'hui faire un sondage dans la rue en demandant la richesse qui est créée en France, est-ce qu'elle va plutôt aux actionnaires ou plutôt aux salariés? Est-ce que voilà, dans la durée, ça se... on aurait évidemment le contraire du résultat de son côté de cette étude et de ce rapport du Trésor. Et donc c'est intéressant dans le débat public, peut-être d'en parler et de dire que... Voilà, mais alors, pour quand même aller dans le sens de l'opinion que beaucoup de gens ont en tête, il s'est quand même passé plusieurs choses. D'abord, il y a cette... Et qui se trompent, on est d'accord. Puisque les chiffres là disent le contraire. Attendez, il se trompe dans les chiffres. Non, parce qu'après, c'est le brut et le net. Parce qu'après, la question, c'est... Non, ne parlons pas du brut et le net. Non, mais c'est vrai que la question du pouvoir d'achat, une fois qu'on a dit ça, on veut dire il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat en France. Si, parce que entre le brut et ce qu'on paye derrière, après CSG, après cotisation, après impôt sur le revenu, effectivement, ce qui reste après en net. Alors, attendez, il y a quand même la question du... Et c'est ce que nous dit Geoffroy Roux de Béziers en disant, mais derrière, la question des prélèvements obligatoires. Donc, il y a quand même des éléments à prendre en compte. D'abord, il y a la question du chômage, l'évolution du chômage.
et pas décrite par ces évolutions du partage Certes. des rémunérations dans la valeur ajoutée. La première chose. La deuxième chose, c'est que quand on regarde du côté des dividendes, en fait, les dividendes se sont bien effondrés pendant la crise. Donc il y a bien cette idée que les actionnaires ont porté le risque. Mais aujourd'hui, les dividendes sont à nouveau assez dynamiques et revenus. Mais c'est le pendant des actionnaires qui ont fait l'effort en temps de crise, en ayant eu moins. Alors oui, pas... mais oui, on est quand même dans une situation un peu bizarre où les salariés voient leur part augmenter, mais les dividendes aussi augmentent dans la valeur ajoutée. Ouais. Donc il y a quelque chose qui s'est compressé dans l'entretemps. Alors il y a plein de choses qui ont un peu bougé, mais ce qui s'est beaucoup compressé, c'est les intérêts payés sur la dette, la charge de la dette. Liée à la baisse de taux. À la baisse des taux. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que la baisse des taux a beaucoup permis de soutenir et de maintenir les dividendes, de les remettre à un niveau élevé. Ça ne se reproduira pas à l'infini, évidemment. Et de l'autre côté, pour les salariés, ok, il y a une augmentation de leur part dans la valeur ajoutée, mais il y a quand même cette dimension du chômage qui constitue un risque, parce que voilà, si vous êtes salarié, vous avez votre part du gâteau. Si vous êtes licencié au chômage, vous n'avez plus votre part du gâteau. Ouais. Enfin, voilà, on voulait vous parler aujourd'hui sur Boursorama et dans Ecorama de cette étude du Trésor qui va quand même à l'encontre de beaucoup d'idées reçues qu'on entend encore une fois dans le débat public avec les gilets jaunes, comme quoi les actionnaires sont trop rémunérés. Dans la durée, on voit bien en tout cas, sur 20 ans, parce que l'étude est faite sur 20 ans, qu'il n'y a pas de déformation en faveur des actionnaires au détriment des travailleurs. Au contraire, alors c'est que la hausse sur 20 ans est de 0,6%. Ce n'est pas non plus énorme en faveur des salariés, cette déformation de la valeur ajoutée. Mais contrairement au mouvement à la tendance de fond qu'on voit dans tous les pays du monde, la France fait figure d'exception. Voilà. Mais en même temps, si vous voulez bien interpréter ce message des Gilets jaunes, il va falloir aller dans quelque chose un peu plus compliqué. Vous allez prendre en compte la dimension du chômage, la question des inégalités à l'intérieur des salaires, qui est aussi une autre dimension qui est difficile à prendre en compte simplement par ces chiffres-là. Et la question de la pression fiscale aussi. La question de la pression fiscale, et puis la question de la baisse des taux d'intérêt qui a permis de maintenir les dividendes, etc. Donc, vous voyez, il faut creuser. On nuance à chaque fois, tous les lundis, avec Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci beaucoup, Xavier. Merci, David. Bye.